Mesdames, Messieurs, le culte individuel à l'esprit critique est-il le reflet de la société à laquelle on est éduqué? C'est un vaste sujet de réflexion philosophique qui concerne à la fois les lycéens, les étudiants, les professeurs et aussi les chercheurs en philosophie. Mesdames, Messieurs, vous savez bien comme moi qu'il existe dans le monde des familles, des traditions, des cultures et des sociétés qui interdisent aux individus et à leurs membres de famille de ne surtout pas critiquer autrui. Car cet état d'esprit est bien entendu contraire au mode de pensée unique et de la transmission intergénérationnelle de certaines mentalités, habitudes, comportements, consciences et valeurs morales. Sinon, tout esprit ou tout individu au comportement jugé réfractaire serait susceptible d'être soit déclassé socialement et culturellement, et pire encore, l'abattoir et ou la mise à mort pourrait être individuellement et ou collectivement lancée contre cet individu. C'est scandaleux. Mesdames, Messieurs, en Afrique noire, par exemple, le culte du droit de naissance entre aussi dans cet état d'esprit réfractaire à l'esprit critique. En effet, la raison c'est moi, le plus âgé. L'éducation c'est moi, le plus âgé. La conscience c'est moi, le plus âgé. Les valeurs morales c'est moi, le plus âgé. Le pouvoir c'est moi, le plus âgé ou le plus ancien. Je pourrais même aller plus loin, c'est moi qui a la force, le pouvoir de la loi du plus fort. D'ailleurs, en revenant toujours sur cet état d'esprit, Amadou, en Pateba, pensait que en Afrique, quand un vieillard disparaît, c'est toute une bibliothèque qui disparaît. Mais Amadou en Pateba pensait qu'uniquement à la transmission de la culture et des traditions que par voie orale, bien entendu. Avait-il pensé à l'écriture et la transmission écrite de la mémoire individuelle et collective de l'histoire africaine? Bien entendu, si je demandais à un Africain de me dire ce qui s'est passé le 19 avril 1500, en 1500, le 19 avril en 1600, en 1700, en 1800, en 1900, bon, bien sûr, le vieillard, ou soi-disant le vieillard qui est la bibliothèque, donc tout le monde s'est conduit individuellement à aller voir le vieillard, et donc je connais bien à mon âge, j'ai 50 ans, en Afrique, je sais un vieillard quelque part, on venait demander, bien sûr que j'ai une connaissance, mais eux, quand je vois certaines personnes qui sont au Congo, qu'on appelle des sages, mais quand je vois leur culture, ceux qui ont échoué avec moi, ils ont échoué quand j'étais avec eux, mais mais quelle valeur, bon, bref. On ne peut pas critiquer sa société comme ça. Mais il y a des choses à réformer. Donc il y a une perte d'information énorme qui est depuis la nuit des temps et encore entretenue par ces mêmes soi-disant intellectuels qui pensent que la culture orale a été le fondement de la société africaine. Bien au contraire, elle l'a détruite. Parce que cette culture orale s'est passée avant la découverte de l'écriture partout dans toutes les sociétés. Partant du néolithique jusqu'à l'arrivée de l'égyptologie, bien sûr, hiéroglyphes et tout ça, voilà. Donc, il ne faut pas dire que c'est l'apanage de l'Afrique, bien au contraire. Une société qui n'a pas
Une longue mémoire collective sera toujours dans la récurrence des mêmes erreurs et des mêmes crises sociopolitiques et humaines. Mes chers Africains, vous ne devez plus penser ce que vous devrez faire, mais plutôt penser à ce que vous devrez être libre, savoir juger par soi-même, savoir être raisonnable, savoir accepter la critique et l'autocritique sans mordant, bien sûr. Mesdames, Messieurs, le culte individuel à l'esprit critique est-il le reflet de la société à laquelle on appartient, où on est éduqué? Oui, bien entendu. Oui, il existe dans le monde des familles, des traditions, des cultures et des sociétés qui autorisent aux individus et à leurs membres de famille de se critiquer individuellement et collectivement. Nous sommes d'abord au cœur de la raison, puis de l'esprit humain, l'esprit critique et enfin de la liberté. D'ailleurs, le penseur Tahar Ben Jelloun l'a pourtant dit ceci: la liberté n'est rien si elle ne respire pas dans le corps de l'esprit de l'homme, de tous les hommes sans distinction ethnique, religieuse ou géographique. Fin de citation. Mesdames, Messieurs, qu'est-ce qui distingue fondamentalement l'homme ou l'humain de l'animal? Ce n'est pas l'intelligence, et encore moins le modèle social, bien au contraire. Les animaux sont plus intelligents et même, d'ailleurs, plus affectueux et plus sociaux que nous, humains. Alors, qu'est-ce qui nous distingue fondamentalement de l'animal? Il y a 4 caractéristiques majeures. Et je peux les citer dans le désordre. D'abord, la raison, c'est-à-dire le doute et la pensée. Si je doute, donc je pense. Et si je pense, donc je suis un être humain. Le célèbre cogito de René Descartes. Si je pense, donc je suis. Vous savez que les animaux ne pensent pas. L'instinct commande, l'animal obéit. On ne peut parler de pensée que pour, ou de la raison, que pour un être qui s'est affranchi du déterminisme naturel. La raison, c'est d'abord savoir juger par soi-même. Si je laisse gérer mon cerveau par quelqu'un d'autre, il est naturellement possible. Bon, je prends par exemple le cas des gourous, des manipulateurs, des dictateurs. Il est naturellement possible que vous aurez tout perdu. Oui, c'est comme dans la mafia. Vous trouverez tout dans la mafia, sauf la sortie. C'est comme on rentre dans un moulin. Et que ce moulin, il n'y a pas de sortie, des portes de sortie. La raison, c'est le raisonnement. C'est le langage. C'est les projets, les grilles d'analyse, les objectifs terminaux, les ressources à utiliser et ou utiliser. Oui. Bon, la deuxième caractéristique, c'est la conscience, bien entendu. Vous savez que l'évolution des êtres animaux a doté en particulier l'homme d'une grande structure encéphalique nouvelle. Ou je dirais même d'une grande superstructure. C'est là, le cortex cérébral. Le cortex cérébral. C'est 9/10 de notre sympathique cerveau. C'est là que repose l'âme, le psychisme, la conscience individuelle et collective. Par la conscience, nous est donnée la capacité d'agir sur nous-mêmes pour nous transformer dans la société et dans la civilisation. Voilà, la quatrième caractéristique majeure, c'est les valeurs morales, le bien contre le mal. Est-ce que ce que je fais est immoral, soit immoral, dissolu, anticonstitutionnel, antisocial, criminogène, criminel, contre l'intérêt général, contre le bien commun ou les destins communs, ou non? À mon âme et conscience, je dis que c'est peut-être pas bien ce que je fais, ou non. D'où l'enjeu de l'éducation, en termes de transmission,
intergénérationnelle des principes et valeurs contradictoires liés aux caractéristiques majeures précitées. Bon, bien entendu, la quatrième caractéristique majeure, c'est l'esprit humain ou l'esprit critique. La critique aiguise l'intelligence. Celui qui n'accepte pas la critique ou l'autocritique n'avancera jamais. Parce que c'est comme le penseur et le rêveur. Le rêveur rêve, mais il est improductif. Alors que le penseur pense, il est productif. Donc, la conscience, c'est comme ça aiguise. Comme disait Albert Einstein, celui qui n'a pas tenté d'innover, n'a pas fait des erreurs, n'a pas tenté d'innover. Donc, il faut faire des erreurs. Si vous doutez, dites non, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est pas bien? On peut vous critiquer. Tiens, c'est pas bon, c'est bien, non, non. Voilà. Donc, c'est ça l'objet là. Et on ne trouve nullement pas ça chez les animaux. Donc, nous sommes au cœur de l'humanité. Voilà. Donc, pour terminer, je vais vous laisser avec... parce que même, d'ailleurs, au niveau de la conscience, déjà, au niveau de l'esprit critique, déjà, vous savez que, bon, il y a des limites, bien sûr. On ne peut pas tout faire. Jacques Chirac, d'ailleurs, avait dit, je prends le cas de Jacques Chirac. Prenons l'exemple de Jacques Chirac. Bon, c'était dans un contexte particulier que je connais bien avec les histoires des trucs de... Voilà. Vous connaissez cette histoire-là du mandat de Jacques Chirac. C'était Chirac de cette année 2002 à 2007. Voilà, c'est au cours de son dernier mandat qu'il a 17 ans. Prenons garde que notre esprit critique ne se transforme en esprit de dénigrement systématique. Bon, bien entendu, si je vais interpréter sa pensée, bon, je pense que Jacques Chirac, vu au contexte, c'est parce que, voilà, qu'il était dans les trucs des affaires. Voilà. Donc, je pense que Jacques Chirac était rentré de son plein gré dans ce que j'appelle la conscience réfractaire à l'esprit critique. Lorsqu'il a été alimenté, voilà, et on l'a traité de... Voilà. Bon, d'abord, pour terminer, bon, ben, je vous laisse avec deux petites... donc, deux pensées qui sont très importantes que j'ai pu... Voilà, je connais tout ça depuis depuis de nombreuses années. Je vais vous lire la pensée de Mahatma Gandhi, celui le fondateur de l'État de l'Inde. Un individu conscient et debout, je vous lis, je répète, un individu conscient et debout est plus dangereux pour le pouvoir que 1000 individus endormis et soumis. Gandhi. Donc, on est là, on peut avoir, on peut être plus peuplé, plus nombreux, mais si vous êtes 1 milliard de personnes soumis, ah bon, ça ne vaut pas plus que 10 millions de personnes insoumises. Donc, ce n'est pas le nombre qui fait l'esprit humain. Bon, je termine par la pensée de Georges Brassens. La seule révolution possible, c'est d'essayer de s'améliorer soi-même, en espérant que les autres fassent la même démarche. Le monde ira alors mieux. Voilà. Et moi-même, je peux terminer avec ma pensée. Les ignorants ne doutent jamais d'eux-mêmes. Merci beaucoup.